Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire aujourd'hui la preview des playoffs à l'ouest et à l'est. Ce numéro particulièrement va être consacré à la conférence ouest et c'est avec grand plaisir que j'accueille Charlie. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, voilà, pour ceux qui ont écouté le podcast la semaine dernière, tu le sais, ils le savent, j'étais en vacances, c'est pour ça qu'on fait ce preview alors que les premiers matchs des playoffs ont été joués. On a eu 4 rencontres qui ont été disputées. On va en parler dans ce podcast, bien évidemment. Donc aujourd'hui, le jeu, c'est de faire la preview de chaque série dans chaque conférence. On va commencer par la conférence Ouest. On va à chaque fois faire le 1 contre le 8, le 4 contre le 5, le 3 contre le 6 et ensuite le 2 contre le 7. Voilà. Charlie, je te propose de commencer immédiatement avec le Thunder et les Pelicans qui s'affrontent cette nuit d'ailleurs. Donc on enregistre ce numéro, on est dimanche. Donc le premier match de cette confrontation va se jouer là. Donc là pour le coup, on n'a rien à se mettre sous la dent. Tout est encore à dire et à analyser dans le vent. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il y a un truc qu'on sait cependant, c'est que Zion Williamson ne sera pas présent après s'être blessé dans le match de play-in face aux Lakers. Il a été d'une domination physique depuis le temps qu'on attendait ça. Zion avec un goût de play-off dans la bouche, là, il nous a pas déçus. Ils étaient à 2 doigts, ils ont fait une remontada incroyable contre Los Angeles. Zion était dominant, mais d'une façon... voilà, c'était vraiment ce qu'on avait toujours imaginé le voir faire sur un terrain de basket. Et là, blessure aux ischio-jambiers, il sera réévalué dans 2 semaines. Voilà, et comme en 2022, les Pelicans vont démarrer ces playoffs sans lui dans l'effectif. Ouais, c'est une énorme déception, hein. Moi, j'attendais vraiment de le voir en playoff. On en avait parlé, ça devait être ses premiers pas en playoff. Et finalement, patatras, malheureusement, ça tombe à l'eau. C'est vraiment triste parce que tu l'as dit, il avait fait une saison complète à un excellent niveau et bon, on verra, tu l'as dit, il va être évalué. Je crois pas une seule seconde qu'il puisse revenir pour ce premier tour. De toute façon, ce serait une erreur de précipiter son retour. Et c'est clair que ça a forcément un impact sur l'intérêt de cette série. Bon, on va voir ce que les Pels vont pouvoir trouver comme ressources. Le problème, c'est que dans les raisons qui auraient pu nous faire douter de l'issue de cette série, il y a l'expérience. On sait qu'Oklahoma City a très peu d'expérience en play-off, mais on peut pas non plus dire que les Pels soient des monstres d'expérience à ce niveau-là. Alors oui, il y a des McCollum, des Valanciunas qui, eux, ont connu ces joutes-là, mais Ingram, Alvarado, Herb Jones, Murphy, tout ça, c'est à peine une campagne de play-off en carrière, c'est rien de phénoménal. Donc ouais, forcément déçu de l'absence de Zion, forcément. Ouais, moi, ce que je regrette le plus finalement dans cette série, enfin effectivement, la confrontation avec le Thunder, j'aurais préféré la voir à plein régime, enfin avec une équipe des Pelicans à plein régime, clairement, parce que j'aime beaucoup cette équipe. On va parler des joueurs que j'aime bien d'ailleurs tout à l'heure. Moi, ce que j'aurais bien aimé voir pour une fois, c'est le duo Ingram-Zion qui, de mon point de vue, continue de m'interroger en fait. Je m'interroge beaucoup sur ce duo, sur la pertinence de ce duo. Chaque joueur a besoin d'espace et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à cohabiter ensemble sur un terrain de basket. Et je pense que cette expérience en play-off aurait été positive pour cette équipe. Et encore une fois, on ne va pas avoir ça. Encore une fois, le front office ne va pas voir ce que ça donne. Donc ça complique les décisions à prendre. J'ai pas du tout aimé l'attitude de Brandon Ingram dans la défaite face aux Lakers. J'ai trouvé qu'il était assez insupportable sur le banc. Il avait l'air de faire la gueule à tout bout de champ. Et j'avais entendu un podcast avec Tim Legler, justement, qui pointait du doigt le fait que c'était quand même une attitude qui était regrettable de sa part. Quand bien même il est contrarié, quand bien même il est déçu, quand bien même il est frustré parce qu'il revient à peine de blessure et qu'il n'est pas à 100%. Peu importe la raison, tu restes pas sur le banc à te morfondre quand tout le monde essaie d'y mettre du sien. Voilà. J'ai l'impression que il y a une belle réaction face aux Kings. D'ailleurs, Kings, clin d'œil aux Kings qui ne font pas ces playoffs. J'ai hâte de voir cette équipe parce que l'équipe en 2022, moi, m'avait énormément séduite. J'avais adoré ce groupe et que ce soit Ingram ou Zion, quand ils sont tout seuls avec le reste de l'effectif,
et ben ça marche assez bien en fait. Mais ensemble avec le reste, c'est plus compliqué. Alors par manque de temps, par manque d'expérience, par manque de plein de choses quelque part, mais bon, je me demande vraiment à quoi ça va ressembler. Je pense que cette série aurait pu vraiment, vraiment être extrêmement fun si Zion avait été là. Je pense que ça aurait pu être vraiment extrêmement passionnant de suivre ce duel Zion Williamson, Chegijus Alexander de l'autre côté. Là, je reste un peu sur ma faim, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur Ingram, sur ses attitudes, Hum Ingram, moi, c'est un joueur que j'adore. Maintenant, c'est pas un joueur qui est moteur dans un effectif. C'est un joueur qui a une certaine passivité, toujours, que ce soit sur le parquet ou sur le banc. C'est un joueur qui n'incarnera jamais, ça sera jamais un Jimmy Butler, tu vois, dans la mentalité. je Ça, vois. Ouais. c'est clair. Et je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis sur la compatibilité entre Zion et lui, et je suis d'accord avec toi, c'est un énorme problème de pas pouvoir les voir sur une série de playoffs ensemble, parce que ça aurait beaucoup aidé le front office à faire des choix. Maintenant, est-ce qu'à tes yeux, la présence de Zion aurait changé l'issue de cette série? Je me serais beaucoup plus gratté la tête. Probablement pas, parce que j'ai pas vraiment confiance dans les Pelicans pour. J'ai pas l'impression qu'ils sont assez forts dans leur tête, mentalement surtout. En termes de talent, ils ont tout le talent. Ça déborde de talent, cet effectif. Oui, Mais c'est dans la tête que je trouve que ça va pas. Et pour le coup, j'ai l'impression que cette équipe du Thunder est plus talentueuse en haut, tout en haut de l'effectif. Shai Gilgeous, Jalen Williams, Chet Holmgren. J'ai l'impression que ce trio, quand je regardais les chiffres, on va en parler tout à l'heure, mais quand tu regardes les chiffres d'OKC, c'est vraiment très impressionnant ce trio, comment il fonctionne et comment il est dominant sur toute la saison. Et voilà, là on a un échantillon qui est quand même conséquent. J'ai beaucoup plus confiance dans Marc Degnaud, dans sa capacité à trouver les ajustements, et j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que ça va donner en playoff, bien sûr. Marc Degnaud. Sur cette campagne de playoff, mais j'ai plus confiance en lui bizarrement que Willie Green. Euh, voilà, je sais pas si ça aurait changé beaucoup de choses, mais je me serais senti beaucoup moins serein dans le choix de prendre OKC pour mon pronostic, quoi. Ah ouais, d'accord. Moi, en Ouais. fait, ce qui m'aurait intéressé surtout, c'est que, enfin, pour moi, ça aurait pas changé l'issue. Par contre, c'est clair que ça aurait apporté un niveau de compétitivité plus important à la série. Et c'est ça qui m'aurait intéressé, parce que tu l'as dit, les noms que tu as cités, du côté du Thunder, il y a quand même beaucoup de joueurs qui découvrent les playoffs. Chet Holmgren, Jalen Williams, Josh Giddey, tout ça, tous ces mecs-là n'ont jamais connu les playoffs. Ça aurait été intéressant de voir comment ils répondent. Mais, euh, mais mais c'est clair que cette équipe des Pels, en fait, elle est à l'image de Brandon Ingram, elle est très talentueuse, mais elle n'a pas cette Mmh. capacité à se faire violence. Enfin, en tout C'est un cas, peu mal, ça. voilà, Ouais. on n'a pas cette impression-là chez eux. Donc pour moi, en soi, ça aurait pas forcément changé la donne. Mais bon, écoute, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, il y aura vraiment du boulot pour les Herb Jones, les José Alvarado, etc., parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de talent en face. Bon, je vais partir sur une série en 5. J'ai du mal à imaginer les Pelicans faire plus, enfin réussir à prendre plus d'un match en l'absence de Zion. En fait, les Pelicans à plein régime, il y a quand même des talents dans tous les sens Oui, qui me font toujours tourner la tête, quoi. C'est-à-dire que n'importe où tu regardes, tu as l'impression que c'est parfait. Euh, alors, Zion et Ingram ont vraiment besoin de travailler leur complémentarité sur leur terrain, être capable de se porter l'un l'autre plus haut, ce qui n'est pas le cas en fait. Ils sont capables d'être très bons ensemble sur le terrain, mais chacun son tour quelque part. ouais, côte à côte, pas ensemble, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et tu le sais très bien, je l'ai déjà assez dit dans ce podcast aussi. Moi, j'ai tendance à préférer un duo qui est complémentaire et qui se tire vers le haut qu'un duo de deux joueurs extrêmement talentueux mais qui ne savent pas jouer ensemble à proprement parler, tu vois, dont le jeu ne se complète pas. Je trouve ça beaucoup plus compliqué d'être efficace en playoff dans ces cas-là. Bref. CJ McCollum, je trouve qu'il est décevant pour le coup. Ça fait plusieurs fois où je le trouve assez décevant et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans cette série. Pour moi, c'est vraiment le facteur X dans cette série face au Thunder. C'est-à-dire que s'il est capable de retrouver un petit peu son niveau de jeu qu'il a pu avoir à Portland à une époque,
Je pense notamment à cette série, je crois que c'était en 2019 face aux Nuggets, où il avait vraiment été incroyable. C'était une série en 7 matchs. Il avait été épatant. Euh, avec son jeu à mi-distance, avec sa faculté au scoring, à la création aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Valanciunas, c'est un joueur qui peut poser vraiment des problèmes à l'intérieur face à OKC. J'ai hâte de voir comment Willie Green va l'utiliser. Le banc des Pelicans, tu sais très bien, j'arrête pas de crier mon amour. Alvarado, Najee Marshall, Larry Nance Jr., c'est des joueurs ultra compétitifs. Ce sont des joueurs ultra compétitifs. Quand tu mets Trey Murphy de base, parce que là, il va remplacer Zion dans le 5, mais quand il y a cette espèce de quatuor incroyable, les Fantastic Four des Pelicans, cette équipe est vraiment, vraiment dangereuse. Voilà. Et Herb Jones, je pense que c'est un joueur qui est né pour défendre sur Cheeky Juice Alexander. Je regardais un petit peu les confrontations en saison régulière. Cheeky Juice Alexander voit son efficacité largement baisser quand il est défendu par Herb Jones. Donc, tout ça, enfin, que ce soit la qualité offensive et défensive de cette équipe, des Pelicans, à plein régime, j'aurais vraiment, vraiment hésité. Et je pense que j'aurais mis OKC en 7. D'accord. S'ils avaient été à plein régime. Là, dans ce contexte-là, étant donné que le Thunder va faire ses premiers pas en playoff, même si Shai Gilgeous-Alexander a déjà, lui, participé 2 fois au playoff par le passé, les autres non. On parle de Chet Holmgren qui est un rookie, donc ça me semble quand même un peu beaucoup. Josh Giddey, j'ai hâte de voir comment il va être visé par les attaques, enfin par la défense adverse. Enfin, comment il va être ignoré par les défenses qui vont le laisser shooter et voir comment il va réagir. J'ai hâte de voir Jalen Williams, qui est un des joueurs les plus clutch cette saison, avec Shai Gilgeous-Alexander. Mais j'ai hâte de le voir dans ce contexte playoff, de voir comment il va réagir, comment il va trouver son jeu, ce qu'il va essayer de trop en faire, pas assez en faire. Il y a plein de joueurs côté Thunder que j'ai hâte de découvrir dans ce contexte-là. Et pour cette raison, pour ce baptême du feu, on va dire, et le fait que les Pelicans, voilà, en 2022, ont déjà affronté les Suns en playoff, et donc la plupart des joueurs de cet effectif savent à quoi s'attendre. J'ai envie de dire le Thunder en 6. Ok. Voilà. Ouais, je le comprends. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que cette attaque des Pels, elle est tellement dépendante de la présence de Zion Williamson. Les chiffres d'efficacité offensive des Pels avec ou sans Zion, c'est le jour et la nuit. Mais vraiment, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a une différence qui est extrêmement violente. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de trouver les solutions sur un espace de temps aussi court? C'est une vraie question pour moi. T'as parlé de l'apport du banc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs sur le play-in, il me semble qu'à chaque fois il y a une trentaine de points en sortie de banc facile de la part des Pels. Mais ouais, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal à voir ce groupe dont on a dit qu'on avait parfois l'impression qu'ils avaient un peu du mal à se faire violence, à aller justement chercher dans les retranchements pour trouver des solutions pour réussir à exister offensivement sans Zion. Mais j'ai l'impression que justement le facteur Zion dans cette histoire vient justement jouer là-dessus. C'est-à-dire que c'est un peu, ça rajoute de l'adversité. Et je pense que les joueurs comme voilà Marshall, Trey Murphy, faut pas sous-estimer ce joueur-là. Je pense qu'à terme, Trey Murphy, c'est très probablement un joueur qui mérite d'être dans un 5 majeur, quoi. Aux Pelicans Bah, ou ailleurs, mais en tout cas, en play-in, il a parfaitement répondu présent. ah, mais ce joueur, moi, je trouve qu'il a un talent extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, c'est clairement pas un joueur de banc, quoi. Et j'ai envie de dire que voilà, quand je vois voilà tout cet effectif là, Alvarado, Marshall, Nance, Murphy, Herb Jones, il y a vraiment les moyens de faire quelque chose avec cette équipe, quoi. Et s'ils réagissent de la bonne manière, s'ils font corps ensemble face au Thunder, je pense qu'ils ont vraiment moyen de les bousculer. Bah écoute, Vraiment. je le souhaite, je le souhaite très clairement, parce que je serais assez déçu que la série soit tronquée par l'absence de Zion. Mais bon, écoute, on verra. En tout cas, ils ont de la chance. Quelque part, ils ont de la chance de tomber sur le Thunder. Oui, je pense que ça peut être encore, malgré tout, même si Zion n'est pas là, une série extrêmement intéressante à suivre. En tout cas, j'ai envie de le croire. Je peux pas croire que les Pelicans vont se faire arracher la tête rien qu'avec l'absence de Zion. Et tu l'as très bien rappelé. Dieu sait que les Pelicans sont bien meilleurs avec Zion dans l'effectif. C'est ce qui paraît totalement logique. Mais
Mais voilà, il y a des choses à tenter du côté des Pelicans. Ils peuvent pousser le coaching staff à faire des ajustements inconfortables. Après, voilà, J.K. Alexander, il fait une saison digne d'un MVP. En Oui. tout cas, il est clairement dans cette course du MVP. Ça sera le meilleur joueur sur le terrain, quoi qu'il en soit. Et ça reste quand même extrêmement important. Et voilà, et Jalen Williams, j'ai trop d'amour et de respect pour ce joueur. Lui, c'est pareil, il a un talent de dingue. Et j'ai tellement hâte de le voir en playoff, Jalen Williams. J'ai trop d'estime pour croire que ça va pas le faire. Et voilà. Et Chelton Green aussi, pareil. Gros point d'interrogation. Chelton Green, ça va être qui en playoff? Oui, mais alors justement, moi, c'est la question que je veux te poser. On est complètement d'accord que Shai Gilgeous va être le meilleur joueur sur le parquet. Mais qui sera le deuxième meilleur joueur sur le parquet? Parce que si c'est pas Ingram, c'est un très très gros problème. Ah, mais complètement. Si c'est Jalen Williams, je pense effectivement. Toi, t'as dit quoi? T'as dit Thunder en 5? Ouais. Si c'est Jalen Williams, le deuxième meilleur joueur, ça va être ça. Mais je pense que ça peut être Jalen Williams. Bah, moi aussi. Les stats de quand on avait parlé de ça, moi je l'avais un peu évoqué dans le Most Improved quand on avait fait les awards de la saison, parce que la progression qu'il a, pour moi, c'est plus qu'un joueur qui passe de statut de rookie à joueur de deuxième année. Jalen Williams a totalement transcendé cette progression-là pour moi. C'est pas aussi classique, aussi typique de voir une telle progression chez un joueur. Ah non, ça c'est sûr, je suis d'accord. Et franchement, il est absolument épatant. Et si le Thunder est premier de la conférence Ouest, il a un rôle majeur dans cette histoire. Je suis d'accord. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, le trio Holmgren, Shai Gilgeous, Alexander et Jalen Williams, quand ils sont sur le terrain, c'est un des tout meilleurs trios de toute la ligue, quoi. Ce qui est fou, vu la moyenne d'âge. Grave. Ce qui est dingue, hein, c'est vraiment... Et de toute façon, c'est complètement dingue qu'il soit premier de cette conférence Ouest. Enfin, je veux dire, si Mark Deno n'est pas le coach de l'année, enfin, il y a un moment. C'est un scandale. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, ils doivent remporter un maximum de prix, ces gens-là. On va passer à la confrontation entre les Clippers, et les Mavericks. Alors, avec un Kawhi Leonard en bonne santé, je me serais arraché la tête pour analyser cette série. Je pense que j'y serai encore. J'y serai encore en train de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? On aurait enregistré le podcast après la série. Voilà. Alors de cette série terminée. Ces deux équipes n'ont pas joué l'une contre l'autre depuis le 20 décembre. Elles ont toutes deux connu cette saison des séries de victoires assez impressionnantes. Les Clippers avant le All-Star Game, Dallas pour finir la saison. Elles sont toutes deux emmenées par un duo explosif, Luka Doncic et Kyrie Irving. Ils ont un net rating de 10,5 toutes les 100 possessions quand ils sont ensemble sur le terrain. Paul George et Kawhi Leonard, plus 12,6 toutes les 100 possessions. Donc autant de dire que voilà, c'est vraiment une magnifique confrontation qu'on avait en face de nous. Sauf que, comme l'an dernier, le genou de Kawhi s'invite à la fête et il casse la fête, quoi. Il casse le délire. Et voilà. Et c'est quoi? C'est la 3e saison sur 4 aux Clippers que Kawhi va être blessé, quoi. Et c'est relou. Et c'est pénible. Ouais, voilà. C'est très pénible, ouais. C'est ultra pénible, en fait. Parce que voilà, on avait eu un classique en 7 matchs en 2021. Kawhi avait dû sortir sa cape de superstar XXL pour réussir à vaincre les Mavericks de Luka Doncic, qui était lui aussi en mode c'était absolument absurde comment il était trop fort. Il avait plus de 40% de taux d'usage, plus de quasiment 36 points de moyenne, 10 passes. Il avait été assez maladroit au lancer franc, je me souviens. Et sans ça, peut-être qu'il serait passé d'ailleurs. Mais voilà, et c'était franchement une des plus belles confrontations de ce premier tour. Et puis voilà, quoi. Oui, et puis la saison précédente, il se joue aussi. Hein. Il y a un vrai passif. Il y a un vrai passif entre ces deux équipes. Ouais. Puisque 2020, c'est pareil, c'est le premier tour entre Clippers et Mavs remporté par les Clippers 4-2, il me semble. Donc ouais, il y a un vrai passif. Et puis en plus de ça, ce qu'il faut dire quand on évoque cette série, je pense que c'est pas la peine de le préciser, mais pour moi c'est la série de ce premier tour. Mais complètement. Ce qui est fou, c'est que ces dernières semaines, les semaines qui précédaient les playoffs, quand on se projetait sur la conférence Ouest, on était quand même assez nombreux
à avoir tendance à mettre ces deux équipes-là, les Clippers et les Mavs, comme des vrais concurrents possibles pour les Nuggets pour accéder au final NBA. Et finalement, quelques semaines plus tard, on se retrouve dans une configuration où une de ces deux équipes-là va se faire sortir au premier tour. Donc, c'est dur. Déjà, c'est dur. Maintenant, bah ouais, la vraie question, c'est l'état physique de Kawhi. Il a loupé les 8 derniers matchs de la saison régulière. Aujourd'hui, c'est impossible de se projeter sur son retour, sur son état physique. Même Tyronn Lue, quand t'écoutes les déclarations de Tyronn Lue au sujet de Kawhi Leonard, mais t'as envie de t'arracher les cheveux. On n'a aucune certitude. Il est là aux entraînements, il participe à certains exercices, mais on n'a aucune idée de quand est-ce qu'il va revenir. On sait pas ce qu'il en est. Enfin, bref, on est habitué avec Kawhi, on a très peu d'informations. Mais ouais, sa présence, elle va absolument tout changer. Sans lui, les Clippers cette saison, ils ont un bilan qui est tout juste à l'équilibre. Son apport des deux côtés du parquet est absolument irremplaçable. En plus de ça, c'est pas le seul à avoir des soucis physiques, puisque James Harden lui aussi a loupé quelques matchs en fin de saison régulière. Il a des douleurs au pied droit. Bon, c'est difficile d'être optimiste pour les Clippers tant qu'on n'aura pas eu de nouvelles rassurantes sur l'état physique du groupe et tant qu'on les aura pas vus sur le parquet et qu'ils nous auront pas prouvé que physiquement ça va. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'en face, Dallas, c'est une équipe qui est en pleine bourse. C'est une des meilleures équipes de la Ligue depuis le All-Star Break. Depuis le début mars, c'est même la meilleure défense de la Ligue, avec une défense qui est extrêmement efficace. Enfin, c'est la meilleure défense de la Ligue sur les 15 derniers matchs de saison régulière. Le potentiel offensif, on va pas revenir dessus, on le connaît, il est colossal, même s'il repose énormément sur la paire Kyrie Irving-Luka Doncic. Bon, en 2022, avec une bonne défense et un Luka en feu, les Mavs ont été jusqu'en finale à l'Ouest. Est-ce qu'ils peuvent refaire le coup? Moi, j'ai un peu tendance à penser qu'ils sont bien partis pour. C'est exactement ça, Charlie. Tu as parfaitement résumé la situation. Je veux dire, Dallas arrive en pleine bourre dans ses playoffs. C'est exactement le type d'énergie dans laquelle tu as envie d'entamer une course en playoff. Toutes les équipes rêvent de ça, Bien c'est-à-dire sûr. arriver en playoff avec les 2 derniers mois qui sont, enfin, ou au moins le dernier mois qui est derrière toi, où t'as atteint ton niveau le plus extraordinaire Et ouais, et t'as réussi à te maintenir. Et c'est tout à fait vrai ce que tu as dit. Depuis le 7 mars, ils ont la meilleure défense de toute la ligue. En fait, c'est au moment où Jason Kidd a mis Derrick Jones Jr. Et Gafford dans le 5 majeur avec Doncic, Irving et Washington. Une fois qu'il a fait ce switch de 5 majeurs, ils ont complètement éclaboussé la ligue de leur talent. Et comme tu dis, la dernière fois que Dallas avait une défense un peu bonne, ils ont fait la finale de conf en 2022 et ils ont été éliminés par les Warriors. Ils avaient sorti les Suns le tour précédent, les Suns qui semblaient invincibles. Hein. Les Suns, c'était 64 victoires, je crois, en 2022. ouais, la C'était série est folle. Ouais, c'était la même domination de saison régulière que les Celtics. On a tendance à l'oublier, ça. Euh, et les Mavericks sont allés nous les sortir en 6 matchs, un truc comme ça. Ou 7 matchs, je sais En plus. Ouais, 7, non, ouais, c'est ouais, 7 non, matchs, 7, oui, ouais, oui, 7. oui, c'était ce fameux 7e match où Lucas Doncic a rigolé du début à la fin, Ouais. pendant qu'il était en train d'humilier Devin Booker. Ah oui, le Euh, dernier match, c'est plus de 30 points, c'est 30 points d'écart, je crois. C'était une C'est boucherie. une Oui, je crois boucherie. qu'à la fin du premier carton, il y avait 138 à 12. Un truc comme ça. J'exagère, bien sûr. Mais non, mais c'était une expérience cosmique, le truc, quoi. Ouais, c'était terrible. Ouais. Et je veux dire, t'es les Clippers, déjà t'arrives, s'ils arrivaient en pleine forme, déjà je me dirais, waouh, ça va vraiment être compliqué, quoi, pour aller sortir ces gars-là. Parce que les Clippers, depuis le retour du All-Star Break, bah, ça patauge un peu dans la choucroute, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une trajectoire inversée, en Voilà, fait. c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile. Russell Westbrook a été blessé. Ah, tout d'un coup, on n'a plus de punch en sortie de banc. Ça affecte tout le monde. Enfin bref. Et là, tout d'un coup, il y a ton meilleur joueur, le joueur qui est absolument indispensable à tout ce que tu fais, qui potentiellement va jouer sur une jambe ou pas jouer du tout, ou faire comme l'an dernier, c'est-à-dire faire 2 matchs et puis dire bah non les gars, je peux pas jouer. Kawhi Leonard, il a cette tête à la définition du mot frustration, quoi. C'est pas possible, quoi. Ouais. C'est enfin, toute cette expérience des Clippers. S'ils se font éliminer par Dallas, et je pense qu'ils vont se faire éliminer par Dallas, j'ai Dallas en 6, voilà, je vais donner mon pronostic maintenant. J'ai Dallas en 6. Et encore, franchement, je suis généreux. Hein. Je pars sur le principe que potentiellement Kawhi va jouer. Au moins quelques matchs. Mais si les Clippers se font éliminer au premier tour, ce qui me semble être tout à fait être parti pour,
j'ai l'intersaison devant laquelle on va se retrouver avec eux, mais ça va être fou, quoi. Bah, d'autant plus qu'il y a des cas qui sont en suspens. Il y a les négociations sur le contrat de Paul George, par exemple. Ouais, il y a Harden dont il faut décider le sort. Ouais. Enfin bref, et qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu continues enfin Kawhi, oui, on continue Kawhi encore et toujours. Est-ce que je comprends, hein, le gars, il a un talent absolument exceptionnel. À chaque fois qu'il a joué cette saison, c'était, c'était limite le meilleur joueur sur la planète. On le sait tous. On l'a tous vu en 2019. On l'a tous vu Kawhi marcher sur tout le monde. Mais bon. Ouais, oui, oui, non, mais en même temps, bon, tu vois, au-delà de la blessure de Kawhi, pour moi, les Mavs, de toute façon, sont favoris dans cette série parce Ouais, que c'est le sens de ce qui se passe depuis quelques semaines. c'est vrai. En fait, tout est bien fait depuis plusieurs semaines du côté de Dallas. Les ajustements faits à la trade deadline sont très intéressants. Les arrivées de PJ Washington, Daniel Gafford ont eu un vrai impact, notamment au rebond. L'amélioration de la défense, évidemment, c'est la clé. C'est beaucoup plus cohérent collectivement. Il y a du matériel pour défendre dans la raquette correctement. Le backcourt se cache beaucoup moins que ça pouvait être le cas il y a quelques semaines. Sur les ailes, il y a des profils très intéressants. Si on Donc fait si on fait un zoom arrière un mois plus tôt que le 7 mars, si on prend le début février, donc depuis la trade deadline, euh, Dallas, ça reste hyper solide. bien C'est sûr. septième meilleure défense, septième attaque, cinquième en net rating. Ils sont tout en haut de la hiérarchie NBA depuis qu'ils ont fait les transferts. Franchement, Dallas, je continue encore et toujours de le dire, mais le recrutement, comment le front office a réussi à tourner, à retourner cette situation qui semblait quand même très très compliquée. Chapeau quoi. Ouais. Vraiment Ouais, chapeau quoi. ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'est vraiment du bon boulot. Et aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, toi et moi, on les met devant les Clippers et en fait, c'est un faux upset, quoi, parce que le potentiel de cette équipe. En fait, si les Mavs avaient défendu toute la saison comme ils ont défendu en mars-avril, leur classement n'aurait rien à voir. Rien à voir. Aujourd'hui, on serait en train de parler d'une équipe en tête de la conférence Ouest, enfin parmi les équipes de tête de la conférence Ouest. Les Mavs actuels, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement solide. Et puis Luka Doncic, quoi. Bordel, on parle d'un mec, ses moyennes en carrière en playoff, c'est 32,5 points, 9,3 rebonds et 8 passes de moyenne. Et attention, hein, c'est pas sur 5 ou 6 matchs, ces moyennes. Doncic, depuis son arrivée en NBA, il a déjà joué 28 matchs de playoff. C'est, c'est un truc de malade. Mais oui. On se rend pas compte, mais Et puis c'est exactement ce dont on parle toi et moi tout le temps. C'est la capacité d'un joueur d'augmenter son niveau de jeu en playoff. ah oui, C'est ça c'est, qui est déterminant en fait. Tu peux faire des stats tant que tu veux en régulière. Tu peux faire comme Julius Randle. Voilà, être incroyable en saison régulière, puis arriver en playoff, tu t'écroules sur le tapis, quoi. voilà, c'est ça. Donc moi, je comprends, tu vois, je sais que ça peut paraître un peu réducteur de focaliser à ce point sur Kawhi Leonard, parce que c'est dans une série dépend rarement à ce point-là de la présence d'un mec, mais en réalité, c'est vraiment la clé des espoirs des Clippers. Je pense que Tyronn Lue, même sans Kawhi, peut trouver des solutions pour gêner cette défense retrouvée des Mavs. Je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants malgré tout dans cette série. J'ai Ouais, aucun t'as doute raison de le là-dessus. souligner. Ouais. Et j'espère voir une très grosse série de Paul George. Il sort d'une saison qui est très sérieuse. Il est à ses meilleurs pourcentages à 3 points en carrière, son meilleur true shooting pourcentage en carrière. Il faut qu'il soit monstrueux. Si les Clippers veulent espérer quoi que ce soit, il faut qu'il soit monstrueux et il faut qu'il le soit des deux côtés du terrain. Il peut l'être, on le sait. On suit Paul George en carrière depuis des années et des années. On sait que quand il le veut, il peut très bien défendre. Et en plus, on l'a déjà dit, il a un contrat en jeu, Paul George. Donc faut se bouger là. Le pick and roll Zubac-Harden peut également faire des ravages. On a vu que ces deux joueurs-là, ça va être. Enfin, ils ont développé une grosse Ouais, mais familiarité ensemble sur le terrain. Après, Zubac, le problème, c'est eh ouais. il est visé par Doncic qui veut le faire venir À quel point tu joues dans avec tous Patch? les pick and roll. Il va essayer de faire en sorte de forcer Tyronn Lue à sortir Zubac du terrain, quoi. Parce que tu vois, je regardais un peu là ces temps de jeu moyens en 2021, donc quand les Clippers font une très belle campagne de playoff, ils jouent à peine 18 minutes par match, Zubac. Comparé à ses Ah, temps mais de jeu oui. en régulière ou à son temps de jeu la saison dernière en playoff, c'est absolument peanuts. Moi, je pense que les Clippers vont devoir jouer sans Zubac énormément. Je pense qu'il va y avoir pas mal de small ball dans cette série, parce que si Zubac est là,
Oh là là, le régal pour Luka Doncic ou Kyrie Irving à chaque fois que ça va switcher et qu'il va se retrouver face à eux. J'ai hâte de voir si James Harden est capable d'épauler Paul George, à quel point il est capable de jouer un rôle qui n'était pas celui qu'il devait remplir aux Clippers, où il était plus censé être un créateur de jeu à proprement parler, en première option. Et là, tout d'un coup, si Kawhi est pas là, clairement, son scoring va être plus que nécessaire, quoi. Ouais, mais la question c'est à quel point il est en pleine possession de ses moyens, parce que lui aussi il a eu des douleurs, quoi. Il a des douleurs au pied, et à quel point ça va être problématique pour lui. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ton prono, hein. Moi, je pars sur Dallas en 6 aussi. Je pense que Kawhi ne sera pas de retour pour le tout début de la série, mais j'ose espérer qu'on le verra quand même sur le parquet. Et ouais, conclure à domicile lors du match 6, pour moi, c'est assez logique, hein, en tenant compte de tout ce qu'on a dit sur les dernières semaines et sur le niveau actuel de Dallas. Ouais, complètement. On verra ça. Timberwolves face aux Suns, les playoffs, on le dit, on le répète depuis toujours. C'est une question de match-up et Minnesota a probablement tiré son plus mauvais match-up sur lequel il pouvait tomber en la présence des Suns. Voilà, la défense des Wolves, qui est vachement axée sur la défense intérieure quand même. C'est une de ses principales forces. Clairement, va pas être à l'honneur dans ce duel. Ils sont face à la team pull-up, la team KD, Bill, Booker, les élites du mid-range et potentiellement la défense en drop coverage privilégiée par cette équipe des Wolves va être mis au challenge. Alors là, il y a eu un match de cette série remportée par les Wolves et il a été fort en enseignement, je trouve. Ouais. Et l'enseignement que j'en retire, c'est qu'Anthony Edwards est un sacré joueur. Ouais, et puis que, C'est un très bon Anthony Edwards. ouais, et puis l'autre enseignement, c'est que quand tu prends 2 fois moins de rebonds que ton adversaire, c'est difficile de gagner un match quand même. Complètement. Parce que là, tu disais que le secteur intérieur dans cette série, le secteur intérieur des Wolves allait pas forcément briller. S'il y a bien un secteur où ils vont briller, c'est le rebond. En fait, c'est ça le défi de Chris Finch, c'est réussir pendant toute la durée de cette série à appuyer là où c'est fait mal côté Suns. C'est-à-dire dans le jeu intérieur, au rebond, tout ce qui se réfère à la taille, quoi. Et quand tu regardes le trio Edwards, McDaniels, Gobert, et en sortie de banc, là, Nasrid a été magnifique. Et puis, alors, Nickel, Alexander Walker, mais la vache, quel Ouais, match, quoi. ouais, Mais ce joueur, mais la progression qu'il a eu, ce mec, défensivement, il a gagné ses minutes en défense et ça lui fait gagner beaucoup en confiance. Et là, tu vois que ouais. Et puis, c'est vraiment un joueur sur qui tu peux compter, quoi. il a, à C'est lui génial. seul, il a outscoré le banc des Suns hier. En même temps, il faut dire que le banc des Oui, Suns, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler un banc? est-ce que est-ce qu'il y a un banc aux Suns Ah, il y a déjà? Royce O'Neal quand même. Il y a Royce O'Neal. Ah oui, il y a un Royce match. O'Neal. Royce O'Neal qui pull up. Lui aussi. Team pull up. Ouais, on rigole, mais à la base, j'étais pas bien confiant concernant cette série. Côté Timberwolves, ça m'a quelque peu rassuré quand même de voir qu'Anthony Edwards, il parle et il assume derrière, quoi. C'est un patron sur le parquet. C'est tellement un Ah, patron mais sur le au-delà de ses parquet. performances, tu vois, au-delà de son scoring, au-delà de son attitude sur le parquet, enfin, c'est, quand tu le vois face à Kevin Durant, tu sens qu'il veut les bouffer, les mecs en face, quoi. C'est génial. J'adore ce mec. C'est trop bien. C'est trop bien d'avoir Mm. un type aussi fort de cet âge-là. En fait, je peux pas croire que la saison que nous ont fait Minnesota s'arrête là, face à cette équipe des Suns, qui, même si elle, je pense j'ai vu énormément de pronostics qui annonçaient les Suns gagnants de cette série. Ah, la très grande majorité, Le quasiment tra- tous les analystes américains Ouais, étaient sur les Suns. Ouais. tout à fait. Et j'étais quand même assez surpris de voir que ça faisait quasiment l'unanimité. Parce que, oui, on peut dire que les Suns ont dominé la saison régulière, et notamment le dernier match de la saison que les Wolves cherchaient à remporter et qu'ils ont finalement perdu.
Je comprends, tu vois, le fait qu'on arrive avec les pieds froids concernant les Wolves en se disant, ouais, mais ça matche pas du tout. Il y a eu qu'un seul match, hein, on va pas s'enflammer non plus. Mais j'ai du mal à croire que cette équipe, la profondeur qu'elle a, le niveau défensif qu'il y a, les capacités d'ajustement que Chris Finch a à sa disposition, de jouer small ball, de jouer grand, de jouer ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut vraiment. Et que Anthony Edwards est capable de regarder n'importe quel joueur droit dans les yeux. Voilà. Et j'en ai déjà parlé dans le podcast aussi. Et tu vas me donner ton avis là-dessus, Charlie. Mais encore une fois, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a un manque de cohésion collective entre les trois stars que sont Booker, KD et Bill sur le terrain. Booker, tu voyais hier soir qu'il n'arrivait pas à se mettre en rythme. Et la saison passée, on a vu, hein, Booker en rythme, Booker qui prend feu, c'est 2 voire 3 victoires en playoff, quoi. Moi, je vais même dire, Booker avec un meneur à côté de lui, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Et en fait, cette équipe, il y a des éclairs de génie, il y a la capacité de te faire boire la tasse, voire de te noyer sous leur qualité offensive. Maintenant, j'ai quand même du mal à croire que cette équipe qui a été dysfonctionnelle toute la saison, pour le coup, elle, va réussir à remporter cette série, quoi. Ouais, et puis en plus, enfin, en fait, c'est une telle opposition de style. C'est vraiment les Wolves, c'est une équipe, c'est des anti-stars, tu vois. Leurs armes sont, c'est la défense, c'est la dureté. Les Phoenix, leur arme, c'est leur incroyable potentiel, enfin, le potentiel offensif qu'il y a autour de ce trio. Donc, ouais, j'ai été vraiment étonné qu'il y ait à ce point-là une unanimité sur du côté des analystes américains pour Phoenix. Je pense que c'est vraiment à cause de ce star system et du potentiel offensif Mm. du trio. J'ai du mal à comprendre si c'est autre chose que ça. Le nombre d'analystes qui annonçaient les Suns en finale au début de la saison Bien sûr, démontre bien cette espèce de mirage du talent pur, du talent individuel aux États-Unis qui est souvent trop mis en avant quelque part. ouais, mais je vois pas comment ça va pas suffire. Alors oui, ok, KD va toujours mettre ses mid-range comme s'il enfilait les perles, ok, y a pas de souci, mais ça suffira pas à remporter une série pour moi face à un collectif qui est aussi sûr de ses forces. Les quelques doutes qu'il pouvait y avoir, alors Anthony Edwards, il y avait un petit doute parce que sa production face aux Suns en saison régulière, elle a été dégueulasse. Tout à Il a fait. 13 points, 17 points, 13 points à nouveau, mais il a répondu immédiatement en fait. Et je pense que s'il était aussi habité par le rendez-vous, s'il a été aussi démonstratif, par exemple, dans ses face-à-face avec KD, etc., C'est c'est un fan aussi de KD, il l'a dit. ouais, mais tu vois, je pense qu'il C'est y son avait aussi idole. un peu cet élément-là qui jouait, tu vois. C'était aussi une manière de montrer à ses coéquipiers que, les gars, on s'en fout de ce qui s'est passé en saison Bien sûr. régulière. Là, on est dans un autre univers et on va les éclater. Donc, ouais, moi, je suis assez, je vais pas dire que je suis confiant pour les Wolves parce que je pense toujours que ça va être une série qui est très compliquée. Je pense toujours que Booker, le match qu'il fait la nuit dernière, bah, il va pas être aussi perdu sur toute la série. Alors oui, l'attaque des Wolves est très dépendante d'Edwards, mais je pense sincèrement qu'il peut répondre présent. Il l'a montré la saison dernière, il continue de progresser. Dans la mentalité, on voit bien qu'il n'est pas du tout là pour sortir au premier tour. Voilà, je suis pas convaincu moi par cet effectif des Suns, sa construction de cet effectif, je la comprends pas. L'utilisation de Devin Booker, elle m'énerve. Mettez un meneur à côté de ce mec-là, par pitié. On a bien vu la saison dernière ce que ça donnait quand il avait Chris Paul à ses côtés. Voilà, moi je suis comme toi, je pars sur je pars sur une qualification des Wolves pour le tour suivant. Malgré tout, je pense que ça va être compliqué. Moi j'ai mis Oui. 4-3 Ouais, pareil. J'ai les Wolves en 7. parce que euh, parce que je pense que Minnesota a quand même des défauts. Je pense que dans ce Mm. groupe, par exemple, il y a quelques mecs qui peuvent sortir de leur match et je vais pas préserver Rudy Gobert au prétexte qu'il est français. Rudy, on sait très bien qu'il peut se frustrer face à des décisions arbitrales, par exemple. Je pense que ça va être quelque chose à surveiller. Mais ouais, pour moi, Minnesota doit passer et je serais vraiment très déçu qu'ils passent pas parce que je trouve que vu la saison qu'ils font, ils le méritent et même en termes de construction d'effectifs et de qualité d'effectifs, etc. Je préfère vraiment cette équipe de Minnesota. Oui, complètement. Ce que je te disais tout à l'heure, j'ai du mal à croire que enfin, que la cohésion de cette équipe, de cet effectif, tout au long de la saison, parte,
partent dans le caniveau comme Ah ça ouais. face à cette équipe des Suns qui, elle, pour le coup, était plutôt dysfonctionnelle, même si je comprends bien le talent et je redoute le talent des Suns. Hein. Ils sont effrayants. Ils Oui, sont effrayants. mais on gagne pas une série de playoffs juste sur du talent. Exactement. En tout cas, j'aurais dû. Enfin, il faudrait vrai. Je pense que tu peux gagner. Je pense que tu peux gagner une série si l'autre équipe dévisse. Oui, Et j'ai hâte de voir ce que Frank Vogel va faire comme ajustement. C'est-à-dire que la grosse question que je me pose maintenant, après avoir vu ce premier match, c'est est-ce qu'il va pas tenter d'imposer un 5 majeur de petite taille plus régulièrement, étalé sur des plus longues minutes que ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire en se privant totalement d'intérieur, quoi. Nurkic, hier soir, c'est 27 minutes. Eubanks, il a joué que 9 minutes. ouais. Voir est-ce que tu commences carrément un match sans du tout sans la présence de Nurkic sur le terrain, quoi. Ouais, mais enfin, Est-ce que tu oses aller jusque-là, quoi? bon après, j'allais te dire, le problème, c'est les rebonds, mais Nurkic est déjà, même en 27 minutes, il galère un peu au rebond, alors. Mm. Non, mais Ouais, justement, tu dis, euh, j'en ai plus rien à faire. Je vais. C'est un peu ce qu'avaient fait les Clippers, je me souviens, face à Utah en playoff, quand il y avait Rudy Gobert, ils avaient mis Terrence Mann au poste 5. Et, en tout cas, pendant certaines minutes, ça avait fonctionné. Après, c'était une équipe totalement construite totalement différemment avec un tout autre personnel. Donc, c'est des comparaisons qui sont compliquées, mais je pense que Vogel a des choses à tenter sur du gros, enfin, sur du small ball extrême, potentiellement pour vraiment faire suer les Wolves, quoi, pour les sortir de leur zone de confort. après, je suis d'accord avec toi, mais l'histoire de Frank Vogel en playoff, elle s'est fait avec une raquette dominante. Elle C'est s'est vrai, fait avec des grands qui avaient un vrai impact c'est vrai. défensif et au rebond. Que ce soit à Indiana ou aux Lakers, ça a été à chaque fois le cas. Donc j'attends de voir ce que ça donnera, j'attends de voir comment il s'en sortirait comme ça. Je pense que tu as tout à fait raison et que c'est complètement une piste, une piste possible pour Phoenix, mais j'attends de voir comment ça va se passer. Le but, en tout cas, pour moi, c'est côté scène, c'est vraiment de casser ce trio Edwards, McDaniels, Gobert, qui était vraiment dominant dans ce premier match. Euh, et je pense que c'est ce que Vogel doit essayer de casser en fait. Il doit essayer de rompre cette dynamique-là et espérer que voilà sur le banc, ça réagisse pas comme ça a réagi là, parce que Alexander Walker, ouais, je l'aime beaucoup. Pas sûr qu'il te refasse un match avec 18 points, 4 interceptions et une défense de feu. Il était à plus 28 en plus-minus hier soir. Bon, le mec, il était là, c'était difference maker, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, il était incroyable. Donc ouais, donc pas sûr que ça continue comme ça, quoi. On Oui, verra mais ça. moi, c'est aussi pour ça que je mets quand même une série en 7. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Trop de respect de toute façon pour le talent de KD Booker, même si on le dit et le répète, le talent ne fait pas tout, mais voilà, il est quand même là. Il est faut, quand quand même, même là, faut quand mais même se le coltiner. ouais, mais je persiste à dire que celui de Booker est gâché tant qu'on lui met pas un meneur à côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu prêches à convaincu, Charlie. Ouais, mais je Tu sais prêches bien. à convaincu. Et je veux dire, les Suns, ça m'a jamais fait délirer de toute la saison, quoi. Ah non, Je, je veux dire, pareil. cette équipe, clairement, est un vice de forme pour moi. On termine la conférence Ouest avec la confrontation Denver Lakers. La confrontation Josh versus Charlie. Ah ouais, c'est nous qui allons gagner. Alors Charlie, ça y est, là, on n'est plus copains du tout là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh la putain la vache, je vais lui envoyer un message d'insulte. Et après, je me suis souvenu que je t'aimais bien, donc je me suis Ah, dit ça bah c'est non, sympa. je vais pas faire ça quand même. Je rigole, j'ai jamais pensé à ça. Ah, j'ai cru que t'allais dire Euh... je rigole, je t'aime pas en fait. C'est pour ça que je t'invite à chaque fois d'ailleurs, pour être désagréable avec toi. La revanche de la finale de conférence de la saison passée. Le premier match a été à l'image de ce qu'on voit depuis plusieurs saisons maintenant. Les Lakers sont en contact, parfois devant, mais finissent par s'écrouler. LeBron James, j'ai trouvé, a été plutôt bon, mais il semblait sacrément esselé. À un moment du game, dans ce game 1, je me suis dit, mais en fait, le mec, il est seul tout, quoi. Il est tout seul. C'est horrible. Alors, on pourrait toujours dire, ouais, attends, il a 7 balles perdues, tout ça, c'est pas un si bon match que ça. Mais on va en reparler après, probablement, de comment il a fait cette balle perdue. Mais je pense vraiment que il est pas aidé, en fait.
Ah Il non. y a, il y a un vrai manque de spacing. Anthony Davis, tu regardes sa ligne de stats, tu dis waouh, gros match d'Anthony Davis. Mais tu vas me dire ce que t'en penses, Charlie. Mais son incapacité à tirer de loin, pour moi, est vraiment un problème incroyablement pénible pour les Lakers en fait. Le fait qu'il n'y ait pas assez de shooters, en fait, c'est compliqué quand tu as Hachimura qui prend 2 shoots, je crois, hier soir. Hachimura, Anthony, et Hachimura, c'est pareil. Je veux dire, tu peux pas espérer Hachimura qui plante 50% de ses 3 points, quoi. Hachimura, Anthony Davis qui sont pas vraiment des shooters. Austin Reeves qui était mi-figue, mi-raisin. D'Angelo Russell, on va en reparler, mais alors qui passe totalement à côté de son match. Et je veux croire que ça va pas durer. Je pense pas que ça va durer. Euh, et quelque part, LeBron James, c'est lui ton sniper. Et c'est pas possible, en fait. Tu peux Non, pas c'est gagner pas comme ça. possible. Tu peux pas gagner comme ça, c'est pas possible. Pas Non, face à non, Denver, en tout cas. non, bah oui, non, Très oui, oui, c'est clairement. ça, oui, c'est ça. C'est pas face à Denver. Non, effectivement, en fait, tu peux pas gagner un tel match avec D'Angelo Russell à 1 sur 9 à 3 points, Austin Reeves à 2 sur 6. Ça, c'est clair que c'est pas possible. Hachimura, il a eu une production qui est insuffisante. Quand on pense au parcours des Lakers la saison dernière en playoff, ben, on a un Hachimura qui est largement à plus de 10 points par match et cet effectif en a besoin. Écoute, on va pas se mentir. On va commencer par le plus évident. Denver est énorme favori de cette série. Et pourtant, les Lakers ont fini la régulière en meilleure forme que les Nuggets. Hein. Depuis le All-Star Break, ils sont Mmh. dans le top 5 des meilleurs bilans de la ligue. Ils ont une attaque qui est beaucoup plus efficace. Troisième meilleure attaque de la ligue depuis la trade deadline, les Lakers. Ouais, voilà. Mais ça doit pas nous faire oublier que les Nuggets, c'est un adversaire face auquel les Lakers n'y arrivent absolument pas. La défaite de la nuit dernière, c'est la 9e de suite pour cette Ouais. équipe face aux Nuggets de Nikola Jokic. En plus, un mec comme Vanderbilt qui a un profil qui est important, qui a un profil de défenseur rebondeur qui manque clairement à cette équipe dans cette Ouais. confrontation-là. Bon, je pense que les Lakers sont malgré tout plus de certitude que la saison dernière. On les sent plus en confiance. LeBron est bien mieux physiquement, il le dit et ça se voit. Mais je vois pas comment ils peuvent espérer quoi que ce soit pour sur ce tour. Ils arrivent pas du tout à gérer Jokic. Anthony Davis, j'allais dire ne suffit pas, mais même en fait il y arrive pas. La défense est pas du tout au niveau. Alors oui, offensivement ça va mieux, mais défensivement c'est toujours extrêmement moyen pour rester poli. Et puis Denver a beaucoup trop d'armes. Leur 5 majeur est trop efficace. Je persiste à penser qu'ils sont moins complets que la saison dernière et que les départs de Bruce Brown et Jeff Green font mal, même si Peyton Watson, Christian Brown, etc. sont là pour compenser. Mais il y a trop d'écart entre ces deux équipes-là. Denver est beaucoup trop en maîtrise. En fait, tu te rends compte que la nuit dernière, Denver, ils perdent 4 ballons en Ouais, tout. ouais. Jokic et Murray, à eux deux, c'est 17 passes décisives pour aucun ballon perdu. Il y a une sérénité dans cette équipe qui est hallucinante. C'est l'équipe la plus sereine qu'on ait vu jouer la nuit dernière et de très 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 loin. Ouais, c'est assez incroyable, effectivement. Et puis, voilà, comme on disait de Doncic tout à l'heure, euh, et Jamal Murray et Nikola Jokic, c'est ça qui est assez affolant dans cette histoire de Nuggets, c'est que ces 2 joueurs-là historiquement, montent leur niveau de jeu en playoff. Et pas un peu. Ouais, Et sachant que Jokic, il est bah, potentiel MVP, troisième fois MVP de la saison. Et le mec trouve encore le moyen de s'améliorer en playoff. C'est assez décourageant, quoi. ouais, c'est dingue. Et Jamal Murray, ce qui est drôle, en fait, c'est que pour moi, Nikola Jokic, c'est la ligne de basse de cette équipe. C'est-à-dire, c'est le truc, le métronome, quoi, le machin qui bouge pas. Tu sais ce que tu vas avoir. Tu vas avoir, tu vas avoir ses moyennes, quoi. 26 points, 13 rebonds, 7, 8, 12 passes. Enfin, voilà. Défensivement, il s'en sort très bien, encore une fois. J'ai trouvé. Et puis après, tu as Jamal Murray qui a des éclairs, des step back à 3 points. Et pourtant, il est pas hyper adroit hier soir, mais ça passe, quoi. Effectivement, comme tu dis, le 5 majeur est destructeur. Destructeur, ils sont d'une certitude dans tout ce qu'ils font. Ils savent aller chercher les points. KCP, mais je suis fan des Lakers, mais je suis tellement
dégoûté à chaque fois que je vois KCP me mettre la tête sous l'eau, quoi. Oui, t'inquiète pas, je compatis, je suis Sans là, déconner. je suis tout pareil, ouais. Quand tu penses que ce mec-là est parti dans le deal avec pour Russell Westbrook, tu te dis, mais Arrête. quel gâchis Pourquoi tu monstrueux. remues le couteau comme ça, là? Non, parce que cette équipe des Lakers et la fin de carrière de LeBron James aurait tellement pu être autre chose que ça en devient, quelque part, c'est presque, je sais pas, à défaut de pleurer, faut mieux vaut en rire quelque part, quoi. Parce que c'est triste. Et James, cette balle perdue, le nombre de fois, re-regardez le match et regardez le nombre de fois où LeBron James donne le ballon. Donc, les Lakers déroulent leur jeu. Il donne le ballon, l'action se déroule. Lui, tu vois qu'il s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, et puis tu as un joueur qui va pas voir la passe, qui va pas prendre le tir, qui va pas faire ce qu'il faut. Et hop, on fait quoi? Dernière seconde, on refile la balle à James. Et vas-y, oui. Démerde-toi, gars. Exactement. C'est Et là, tu te dis, mais. Et tu vois, et James, au début du match, il est là en train d'essayer de motiver tout le monde. Il est à taper en ses mains. Allez, les gars, allez-y, putain, vas-y, arrêtez de faire des erreurs. Là, c'est une erreur bête. Là, tu peux faire autrement. Là, essaye d'éviter de faire ça. Et comme il l'a dit en conférence de presse, à la fin du match, tu peux pas faire des erreurs. Tu peux pas cumuler les erreurs comme ça en fin de match face à Denver. C'est pas possible. Il faut que tu joues quasiment à la perfection, quoi. Oui, c'est ça, c'est que c'est un adversaire face auquel tu peux pas te permettre, en fait. Voilà, tu peux pas être approximatif dans ce que tu fais. Et il y a trop de fois où c'était le cas, et au bout d'un moment, tu vois que LeBron James, à la fin du match, l'esprit était plus là, quoi. À la énième balle balancée par un de ses coéquipiers, il était là, putain, c'est bon, quoi. Vous me faites tuer, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus frustré plus tôt, pour être franc. Je m'attendais à clairement. Grave, il a tenu longtemps. Hein. Ouais. Il a tenu longtemps. J'étais là, attends, quand est-ce qu'il va exploser, là? Et à la fin du match, je le voyais avec cette triste mine sur le banc, là, j'étais là, oh là la vache. Comment il a l'air dégoûté, la vache. Non, c'est ça, et puis en plus, LeBron, il connaît le basket comme personne, et l'écart qu'il y a entre ses Lakers et ses Nuggets, il les voit, enfin, il le voit extrêmement bien. Mais, raison d'espérer, en fait, pour ces Lakers. Moi, j'en vois quand même. Parce que, il y a 2-3 moments dans ce dernier quart-temps. Il y a un moment où tu as l'impression que les Nuggets allaient exploser le match de 20 points, quoi. Ils étaient partis, il y avait 94 à 80 ou je sais pas quoi. Enfin bref, tu te dis c'est bon, ils sont en train de dérouler, il y a plus d'énergie côté Lakers. Et finalement, si ils reviennent, Anthony Davis a repris des couleurs à la fin. Il a réussi à se mettre un peu en rythme et à trouver des tirs, à trouver des lancers francs aussi. Lakers, c'est 19 lancers francs, 6 pour les Nuggets hier soir. Mais il trouvait un peu les solutions. Et il y a un moment, il y a un 3 points de D'Angelo Russell qui est manqué de peu. Je crois qu'il shoot trop court, ce 3 points. Il est face au cercle, en haut de la raquette, et il rate ce tir. Et là, je me suis dit, s'il marque, ils reviennent, je sais plus, à 5 points ou à 4 points, un truc comme ça. Et je me suis dit, ce panier-là, c'est ce genre de panier qu'il faut mettre, en fait. Oui, mais c'est des paniers comme ça c'est des momentum shift où tu changes l'énergie tu peux changer l'énergie du match. Et quand tu as un mec comme James dans ton équipe, tu peux être sûr que ce gars-là, il saura quoi faire à partir du moment où tu crées cette énergie, où tu crées ce momentum. Mais quand il a raté ce tir-là, je crois que juste derrière, c'est Jokic qui met un 3 points et il repasse à plus 10. Et là, tu te dis merde, quoi. Bah oui, mais en fait, c'est le même scénario quasiment à chaque fois. En fait, si tu regardes bien, par exemple, prends la finale de conférence de la saison dernière. Quasiment tous les matchs, ils sont serrés, en fait. Quasiment tous les matchs, oui, mais ça ne passe jamais. Ça ne passe jamais. Tu vois, quand on fait le bilan et qu'on se dit, les matchs entre les Lakers et les Nuggets, ils sont souvent serrés, et que tu regardes le bilan actuel qui est de 9 victoires consécutives pour Denver, il y a un problème. Tu vois, moi, je veux bien, je veux bien qu'on se dise, ouais, mais à chaque fois ça passe pas loin, à chaque fois ça passe pas loin. Oui, mais ça ne passe jamais. La clé, c'est D'Angelo Russell. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'un troisième gars dans cette équipe, tire son épingle du jeu et sort de la tête de l'eau, quoi. Ça sera soit Austin Reeves, soit D'Angelo Russell.
mais D'Angelo Russell ne peut pas être sur le terrain si c'est pour faire un match catastrophique comme il a fait là. Je veux croire que D'Angelo Russell ne va pas refaire la même série que l'an dernier. L'an dernier, D'Angelo Russell en finale de conf, c'était 6,3 points en moyenne, 32% au tir, 13% à 3 points. C'est une catastrophe. Ouais, c'est terrible. C'est une catastrophe Surtout monumentale. quand on connaît son potentiel offensif, quoi. Grave. Donc, et hier, tu regardes, 30% au tir, 11% à 3 points. Il est exactement sur le même délire que la saison passée. Je veux croire que ça va pas être le cas. Il a trop bien fini la saison. Il a trop montré qu'il était capable de faire des bons matchs. Que ce soit une purge défensive, ok. Ça, moi, je le sais. Les gens qui regardent les Lakers le savent, je pense. Tu sais très bien que défensivement, D'Angelo Russell, ça va pas être le mec qui va appuyer qui va pas t'apporter grand chose. Mais s'il prend feu offensivement, il y a vraiment moyen de changer le cours des choses, quoi. Et c'est pour ça que mon pronostic, je dirais Denver en 5, voire en 6, parce que quand bien même ce match était assez dominant quand même de la part de Denver hier soir, ils étaient à domicile, premier match, l'énergie était énorme dans le stade et tout, je suis sûr qu'il y a des choses à faire. J'en suis persuadé. Là, les Lakers débutent les playoffs, l'énergie est encore présente, LeBron James est en pleine possession de ses moyens, Anthony Davis, on croise les doigts, j'ai envie de croire qu'ils peuvent ils peuvent faire de cette série quelque chose d'intéressant, quoi. Moi, je suis comme toi, j'hésite entre 4-1 et 4-2. Je croirais au 4-2, effectivement, si Vanderbilt revient, si D'Angelo Russell se réveille, etc., etc. Pour l'instant, je pars quand même plutôt sur le 4-1. Moi, il y a un dernier truc que j'ai envie de dire sur cette série, parce que je pense que pour se projeter au-delà de cette série, pour les Nuggets, c'est quelque chose de très important. Dans cette série, je vais avoir un œil sur Michael Porter Jr., qui vit forcément une période hyper compliquée sur le plan personnel, parce que ses deux frères se retrouvent au cœur de l'actualité pour des trucs assez horribles. John Tay a été banni de la NBA pour des On affaires. avait parlé de ça, de voilà. John Tay. On avait évoqué les affaires de Paris. Bon, bah, il a été banni de la ligue, et son autre frère a été condamné à de la prison ferme pour un accident de voiture mortel. Donc, il est dans une période qui, sur le plan personnel, est hyper compliquée. Et je pense que pour cette équipe de Denver, il faut que Michael Porter Jr. soit à son niveau s'ils veulent espérer faire le doublé. Donc ça, c'est un élément que je vais regarder. Il a été plutôt rassurant hier dans son match, mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on ait l'œil. Oui, t'as raison. Mentalement, Ah ouais. psychologiquement, ça doit pas être facile. Ouais. Bah non, C'est à double tranchant selon moi. Ça peut lui donner, ça peut le booster et le mettre dans un état de concentration, le pousser dans un état de concentration parce que bah il va se dire tiens, je vais me réfugier dans le basket entre guillemets. exactement. Ouais. Comme il peut décrocher à un moment ou un autre parce que bah, dans sa vie personnelle, dans sa vie intime, bah ça va pas, quoi. Tout à fait. Et que d'autres, enfin que voilà, sa mère, ses parents, enfin c'est sa famille, toute sa famille, son voilà, quotidien est bouleversé, totalement bouleversé. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, ça va être un élément à surveiller, je pense, pour la suite de ces playoffs pour Denver. Et je maintiens à dire que Denver est à une blessure de ne plus être vraiment le favori à l'Ouest. Ouais, je suis d'accord. Ils sont favoris à mes yeux à l'Ouest, mais c'est un équilibre extrêmement mince. Et voilà, il y a même, tu vois, hier soir, un problème de faute un peu trop conséquent pour Aaron Gordon qui est venu casser la rotation que Michael Malone souhaite faire. Il a été obligé de mettre DeAndre Jordan parce que Peyton Watson a eu des fautes. Gordon a eu des fautes. Ça, c'est pareil, il faut faire attention à ça. La profondeur de Denver n'est pas ce qu'elle était l'an dernier. Tu as tout à fait raison. Quand tu parlais de Jeff Green et de Bruce Brown, il y avait un peu plus de certitude de ce côté-là quand même. Là, tu joues avec le feu. Oui, oui. Ah bah oui, de toute façon, jouer avec DeAndre Jordan, hein, Ouais. c'est jouer avec le feu. Dernière question quand même pour toi concernant les Lakers, parce que est-ce que tu penses que que des mecs comme Gabe Vincent peuvent apporter quelque chose, ou Spencer Dinwiddie ou Jackson Hayes, des mecs qui n'étaient pas là la saison dernière, est-ce que tu penses que ça peut changer la donne côté Lakers? Bah il le faut. Oui, alors est-ce que ça peut changer la donne?
Il faut absolument que LeBron, voire Anthony Davis, soient plus soutenus. On le sait. Alors plutôt, on a mentionné plutôt D'Angelo Russell et Austin Reeves, voire Hachimura, mais ça concerne aussi tout à fait des joueurs comme Gabe Vincent et Dinwiddie. Ouais, évidemment, on sait très bien qu'ils peuvent apporter plus sur le match de la nuit dernière. Je crois même pas qu'ils prennent un shoot. Tu vois, je crois qu'ils ont vraiment même pas pris un shoot. Donc oui, forcément, j'attends plus d'eux, j'attends mieux d'eux, mais est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? J'ai un peu envie de dire oui, parce que l'histoire, leur carrière respective prouve que c'est deux joueurs qui sont capables d'apporter en playoff. Est-ce qu'ils sont capables de le faire dans cette équipe des Lakers? Ça, c'est une autre question. Il y a que Taurean Prince qui a pris des shoots 4 sur 7, 1 sur 3 à 3 points. Jackson Hayes, 4 minutes, 0 tir. Dinwiddie, 13 minutes, 0 tir, moins 12. Effectivement. Gabe Vincent, 8 minutes, 0. Il a des problèmes de faute. Il a fait 3 fautes très rapidement. Ouais. Donc, ouais, on verra ça. Merci, Charlie. Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Mais ouais, c'est pour ce preview de la conférence Ouest. Pour les auditeurs les plus motivés et qui s'intéressent à la conférence Est, il y a un autre numéro du podcast NBA Corner consacré à la conférence Est, donc. On fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là, les 4 séries, et on donne nos pronostics. Voilà, donc vous pouvez aller écouter ce numéro-là. Si vous l'avez déjà écouté, bah merci de l'avoir écouté, merci de nous avoir écouté encore. Et je vous dis à la semaine prochaine, on vous fera un nouveau numéro vendredi prochain. Voilà, donc profitez bien de ce lancement de playoff, et à très bientôt. Ciao, bye bye.